Si je devais choisir un seul type d'investissement, mon choix serait simple et rapide. Je m'orienterais vers les ETF. Et ça pour plusieurs raisons, dont une en particulier. Mais avant de vous les donner, si l'investissement en bourse vous intéresse, vous pouvez télécharger mon guide gratuit où je vous donne 7 ETF à connaître et les différentes étapes que j'ai suivies pour me lancer en bourse. Le lien est dans la description. Ok, on reprend. Après avoir investi plusieurs années en bourse, l'expérience m'a fait comprendre qu'il me fallait plusieurs cordes à mon arc pour être un bon investisseur. D'abord, une bonne gestion des émotions, parce que pendant les crises, beaucoup d'investisseurs voient leurs actions perdre 30, 40 ou 50% et cèdent à la panique. Ils agissent sous le poids de leurs émotions, ils vendent ou changent de stratégie dans la panique et dans 99% des cas, ça entraîne des pertes en capital. Pourtant, savoir gérer ses émotions et agir sans les écouter est difficile pour la majorité d'entre nous, mais ça reste une qualité à avoir absolument pour investir. Deuxième atout à avoir, c'est des compétences poussées en finance. L'étude des entreprises, leurs dettes, leurs chiffres d'affaires, leurs bénéfices, leur évolution, leur politique interne. Avant d'acheter une action, il faut étudier pas mal de données. Ça prend du temps et de l'énergie et tout le monde ne sait pas le faire, tout le monde n'a pas le temps ni l'énergie de le faire. Et pourtant, avant de placer son argent dans une action, l'investisseur doit l'étudier afin de savoir sa valeur et le risque engendré pour son patrimoine. Et les ETF offrent une autre approche. C'est cette stratégie qui me plaît dans ce type de placement. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Ok, pour vous expliquer, je vais commencer par parler d'un outil incontournable qu'on utilise en bourse. Les indices boursiers. Un indice boursier est un portefeuille fictif qui mesure la performance d'un marché ou d'un secteur. Par exemple, je suis sûr que vous avez entendu parler du CAC 40, c'est l'indice phare de la bourse de Paris, et il mesure la performance du marché français sans prendre en compte les dividendes. Quand le CAC 40 grimpe, on dit que le marché boursier français est à la hausse, quand il baisse, le marché boursier français est à la baisse. À côté de ça, vous avez le Dow Jones, indice principal du New York Stock Exchange, il mesure la performance du marché américain. Vous avez également le DAX 40 pour le marché allemand et le Nikkei 225 pour le marché japonais. Mais aussi, vous avez d'autres indices bien connus, comme le S&P 500 qui suit la tendance moyenne des 500 plus grandes capitalisations de la zone US, le MSCI World qui suit également la tendance de 1600 entreprises situées dans 23 pays développés partout dans le monde, ou encore le MSCI Europe Energy qui va cibler lui les grandes et moyennes capitalisations du secteur de l'énergie réparties dans 15 pays développés en Europe. Vous l'avez compris, un indice boursier est un portefeuille fictif composé d'actions d'une zone géographique ou d'un secteur spécifique qui a pour but de représenter l'évolution moyenne du marché en question. Bien, mais savez-vous maintenant quel avantage ça vous offre ? Savez-vous quel impact cela peut avoir sur la performance et les risques de votre investissement ? Pour cela, pour voir ça, on va entrer dans le vif du sujet, parce que maintenant, on se tourne vers les ETF. Tenez, regardons le S&P 500. On l'a vu à l'instant, il se compose des 500 plus grandes capitalisations de la zone US. Imaginez maintenant qu'une entreprise qui compose le S&P 500 chute de 10%. Allez, prenons par exemple Pepsi. Prenons deux investisseurs. D'après vous, qui risque d'être le plus impacté par cette forte baisse de Pepsi ? L'investisseur numéro 1 qui investit dans seulement 3 actions dont Pepsi ou l'investisseur numéro 2 qui détient 500 actions dans son portefeuille ? Effectivement, l'investisseur numéro 1 verra son portefeuille beaucoup plus impacté. Il ressentira forcément cette chute de l'action Pepsi puisqu'il est fortement exposé à l'entreprise. En revanche, l'investisseur numéro 2 ressentira à peine les conséquences de la baisse car l'action est noyée dans une longue liste d'entreprises. En conséquence, l'investisseur numéro 2 a un portefeuille plus diversifié, il réduit le risque pour son patrimoine et subit beaucoup moins les chutes des actions. Mais il existe une contrepartie à ces avantages puisque si le cours de l'entreprise Pepsi grimpe, l'investisseur numéro 2 le ressentira beaucoup moins dans son patrimoine puisque sa performance sera également noyée parmi 499 autres sociétés. Mais ça ne l'empêche pas d'être rentable avec un risque maîtrisé puisque le S&P 500 a une performance moyenne de 10% par année depuis plus de 30 ans et ça malgré plusieurs crises plus ou moins importantes. Donc posséder un portefeuille comme le S&P 500, pourquoi pas ? Le souci c'est qu'il existe un problème majeur. Acheter 500 actions d'entreprise, c'est long, vous n'avez peut-être pas le temps, et surtout les frais de courtage risquent de vous coûter un rein. L'autre solution, ce serait d'acheter un indice S&P 500, mais on l'a vu, c'est impossible, vu qu'un indice est un portefeuille fictif, ce n'est pas un produit financier, et donc impossible d'acheter un indice à proprement parler. Donc, il n'y aurait pas de méthode pour s'exposer aux 500 entreprises du S&P 500 ? Eh bien si. La solution serait d'acheter un outil qui suit la performance de cet indice, qui suit la performance du S&P 500. En anglais, on appelle ça des Exchange Traded Funds, des fonds cotés en bourse, aussi appelés des ETF. C'est quoi l'objectif d'un ETF ? Tout simplement répliquer la tendance d'un indice boursier. Le Amundi MSCI World va répliquer la tendance du MSCI World, le BNP Paribas Easy S&P 500 va répliquer la tendance du S&P 500, et le Amundi CAC 40 va répliquer la tendance du CAC 40. En un seul achat, vous vous exposez à un indice qui représente lui-même plusieurs dizaines voire des centaines d'entreprises d'un secteur. Et laissez-moi citer l'un des investisseurs les plus connus de sa génération. Un fonds indiciel à faible coût est l'investissement en actions le plus judicieux pour la majorité des investisseurs. Warren Buffett.
Warren Buffett parle en effet des ETF et effectivement, c'est l'un des investissements à privilégier lorsque vous placez votre argent en bourse. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, si on se fie à l'étude Spiva, 9 fonds traditionnels sur 10 n'arrivent pas à battre le marché sur 15 ans. Bon, ça veut dire quoi concrètement? En d'autres termes, les gestionnaires de portefeuille qui tentent de vous proposer des performances incroyables ne font pas mieux qu'un simple indice S&P 500. Et pourtant, ils disposent d'outils sophistiqués, de professionnels pour étudier les fonds, alors comment voulez-vous qu'un particulier comme vous et moi pourrait faire la différence? Aussi, nous l'avons vu, un ETF est bien plus diversifié qu'un portefeuille de 4, 9 ou 15 actions. Bien sûr, vous aurez des ETF qui vous exposent à 10, 20, 30 actions d'entreprise. Si vous prenez un ETF qui suit le CAC 40, vous serez exposé à 40 sociétés françaises. Mais en règle générale, vous trouverez des ETF très diversifiés, composés de plusieurs centaines de sociétés. Par exemple, le S&P 500, on l'a vu avant, on parle de 500 capitalisations US, l'Eurostoxx 600, de 600 entreprises européennes, le MSCI World, qui se compose de 1600 sociétés à travers le monde. Si une entreprise rencontre une période de crise, cette diversification amortira le choc pour votre portefeuille. Si vous investissez dans des actions de Tesla et que vous entendez que Musk a encore une polémique aux fesses, comment vous allez réagir? Vous vendez, vous gardez, vous paniquez, vous pleurez? Psychologiquement, c'est un coup dur. Alors que si l'action est noyée dans l'ETF et dans les centaines et centaines d'entreprises qu'il compose, c'est plus facile à passer outre et c'est une tranquillité supplémentaire. Et c'est surtout ça que j'aime dans les ETF. Leur côté passif, mon argent travaille sans se faire bouffer par l'inflation et ça sans grande intervention de ma part. Ok, c'est vrai, et ça demande une préparation, ça demande de choisir un modèle de portefeuille qui colle à votre profil de risque, qui colle à vos objectifs, mais une fois que c'est fait, ça prend pas énormément de temps à gérer. À titre personnel, je mets que 10 minutes par mois à gérer mon portefeuille, je me connecte, j'achète mes ETF et je me déconnecte, pas plus. Mais parlons de choses qui fâchent. Tout investissement comporte des risques, et les ETF ne font pas exception. Et parmi ces risques, on retrouve la perte en capital. C'est vrai que la diversification réduit le risque, mais il ne le supprime pas. Il suffit de regarder l'évolution du S&P 500. Parfois, les chutes peuvent faire très très mal. En 2008, par exemple, l'indice a perdu 50% de sa valeur. Pareil en 2020, où on atteint les moins 40%, mais sur le long terme, il finit toujours par se relever et retrouver sa tendance positive. Autre risque, vous avez également le risque de devise. Si vous investissez en euros sur des valeurs cotées en dollars, vous êtes également exposé à la valeur de l'euro par rapport au dollar. Les variations de devises peuvent donc influencer la performance de votre portefeuille. Enfin, vous avez le risque de contrepartie. Bon, pour vous expliquer, je dois vous expliquer les deux types de réplication des ETF. D'abord, vous avez la réplication physique, c'est-à-dire l'ETF détient directement les actions qui composent l'indice. Par exemple, le CAC 40 est composé de plusieurs sociétés, ça vous le savez, 40, dont LVMH, Hermès, L'Oréal, Sanofi, Total Energy, Airbus, etc. Un ETF à réplication physique va acheter directement ces entreprises et se composer directement des sociétés LVMH, Hermès, Total Energy, L'Oréal, Sanofi, ainsi de suite. Donc, un ETF à réplication physique se compose des mêmes composants que l'indice de base. En revanche, il existe un autre type d'ETF, ce sont les ETF à réplication synthétique. Ces ETF ne se composent pas des entreprises qui sont dans l'indice de base, mais d'une autre liste d'entreprises qu'on appelle un portefeuille de substitution. Et d'un autre côté, vous avez un autre acteur financier qui s'engage à fournir la performance de l'indice base, c'est-à-dire le CAC 40, via un contrat qu'on appelle swap. Et si cet acteur financier fait défaut, l'ETF se retrouve en difficulté. En règle générale, l'ETF a des assurances pour couvrir cela, mais sachez que c'est un risque pour l'investisseur. Mais ces risques ne doivent pas vous repousser ni vous empêcher d'investir, parce qu'un risque peut être maîtrisé. Même si le risque zéro n'existe pas, il vaut mieux placer son argent sur un support adapté à son profil de risque et ses objectifs afin d'éviter que l'inflation ne bouffe vos économies année après année. Et pour ça, vous devez préparer votre investissement, connaître votre profil d'investisseur et le modèle de portefeuille le mieux adapté pour vous. Alors, si vous voulez une liste de 7 ETF à connaître et les différentes étapes que j'ai suivies pour me lancer en bourse, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, c'est simple, complet et il vous aidera à investir vos premiers euros. Le lien est toujours dans la bio. Dans la prochaine vidéo, je parlerai cette fois d'immobilier et je vous partagerai une anecdote assez marrante, bon, pas sur le coup, mais assez marrante, comment j'ai perdu 5000 € et comment ça a impacté mon projet immobilier et quel a été l'impact sur mes finances. Et aussi, vous comprendrez pourquoi je n'arrêterai pas d'investir malgré cette mésaventure. Vous verrez comment j'ai perdu de l'argent à cause d'une erreur stupide. Alors, abonnez-vous pour ne rien rater, laissez un like pour soutenir la chaîne et dites-moi en commentaire quels sont les autres sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre argent et continuez à construire votre empire même si vous partez de rien. Salut!